Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Jérôme Bondu, expert IE et fondateur du cabinet Interliguéré. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'utilisation d'Internet. En première partie, on se penche sur les données personnelles et en seconde partie sur son livre « Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise ». Jérôme répond avec des conseils pratiques à destination des particuliers et des entreprises. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Très bien, toi ? Super. Alors on commence par 3 questions en rapport aux données personnelles. Une question que j'aimerais te poser par rapport à une vidéo avec toi où tu démontres que Google nous écoute, que notre smartphone nous écoute et on peut voir ça sur My Activity. J'étais rentrée auparavant dessus, c'est étonnant le nombre de données enregistrées à notre insu. Ce qui est surprenant, c'est que maintenant qu'on sait qu'on est écouté, enregistré en permanence, pourquoi ça ne change pas ? Alors c'est une excellente question, mais auparavant je vais faire une petite précision si tu veux bien. En fait, à partir du moment où on a un téléphone qui accepte une commande vocale, par exemple OK Google, ça veut dire que le micro est ouvert, sinon ça ne marcherait pas. Donc le micro est ouvert. Ensuite, est-ce que le micro écoute ? Oui. Bien sûr, il écoute, parce qu'encore une fois, s'il n'écoutait pas, la commande vocale « OK Google » ne pourrait pas marcher. Est-ce que l'enregistrement est conservé ? Non, il n'est pas conservé, parce que ce serait beaucoup trop lourd. Donc en fait, notre micro fonctionne, un enregistrement se fait, mais c'est un enregistrement qu'on appelle tampon, en fait, qui dure 2 secondes, et ça s'efface au fur et à mesure. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Il faut surtout pas qu'on tombe dans une sorte de paranoïa, où on se dise nous sommes écoutés, tout est enregistré, tout est conservé. Ça n'est pas le cas. Ça, c'est un premier point. Néanmoins, quand on lance une requête vocale, comme OK Google, c'est vrai qu'après on peut les retrouver. C'est le sens de la vidéo que tu as vue et qui a très très bien marché parce qu'en fait, elle a été reprise plusieurs fois et en tout, ça totalise 12 millions de vues. Bon, preuve quand même d'un intérêt du grand public. Et quand on retourne en effet sur Google myactivity.com, on peut réécouter les enregistrements vocaux des moments où on a dit OK Google. Pourquoi ça ne change pas ? C'est ta question. Hein. Pourquoi ça ne change pas ? Ben, je pense parce que le grand public a du mal quand même à comprendre que le Internet globalement est un ensemble d'outils qui aspirent nos données tout le temps, que le modèle économique des principaux outils, c'est le modèle économique de la régie publicitaire. Hein. C'est gratuit. Par contre, pour se rémunérer, ils cherchent à bien nous connaître pour nous mettre de la publicité. Et il y a un troisième élément par rapport à ça, qui est que j'ai l'impression qu'on veut tous consommer Internet sans faire aucun effort. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins paresseux, si tu veux, et se connecter sur des solutions peut-être un petit peu moins faciles, mais qui préservent la sécurité des données, l'anonymat, l'effort qu'il faut faire pour cela, on ne le fait pas. Et de toute façon, tu te rappelles de Edward Snowden, qui avait révélé les écoutes c'est pas les écoutes, mais qui avait révélé l'ensemble des outils utilisés par la NSA, la National Security Agency. Voilà. Alors le programme PRISM, c'était un des programmes, parce que tu avais aussi Quantum, Evil Olive, tu en avais tout plein en réalité. Et donc quand il a fait cette révélation, il y a eu un petit peu d'émoi, mais en fait ça n'a pas changé, tu vois. Et voilà, donc tu vois, il y a le modèle économique qui est ce qu'il est, c'est gratuit, mais c'est nous le produit. Il y a un petit peu de paresse, et il y a de la méconnaissance. À mon avis, là, tu as les 3 ingrédients pour répondre à ta question, et qui fait que ça ne change pas. Et si je te dis on est trop dépendant, rien n'arrêtera plus les GAFA, qu'est-ce que tu réponds ? Alors, je réponds déjà que c'est pas les GAFA, mais c'est les GAFAM, avec un M à la fin, puisque Microsoft a racheté LinkedIn, et donc c'est de plein pied un des acteurs du numérique. T'as aussi les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei. Voilà, donc en fait, t'en as 5 américains, t'en as 5 chinois. Alors ta question c'est, est-ce que c'est pas trop tard et rien ne les arrêtera ? Sur 3 à 5 ans, tu as raison. Vraiment, ils ont une hégémonie très très forte et une place dans notre quotidien qui est immense. Quotidien personnel et professionnel. Maintenant, à 20, 30, 40 ou 50 ans, il y a plein de choses qui peuvent changer. Alors, ils peuvent raffermir leur pouvoir, c'est une option. Et en même temps, ils peuvent se faire disrupter. C'est une autre option. Et enfin, il peut y avoir une prise de conscience qui fait qu'à un moment, les citoyens veulent d'autres solutions qui préservent vraiment nos données. C'est une troisième option. Alors, quelle option va
prévaloir, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et bien malin, c'est lui qui pourrait le dire. Mais à court terme, évidemment, les jeux sont faits. À moyen terme, 30, 40, 50 ans, on peut avoir énormément de surprises. Et tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Où est-ce que l'écrit a été inventé? Ben, grosso modo, c'est l'Égypte, en moins 3000. C'est l'Irak actuel, qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie. Et c'est en Chine, un petit peu plus tard. Pourtant, l'écrit s'est diffusé absolument partout dans le monde. Qui a inventé l'imprimerie? C'est les Chinois en 800 après Jésus-Christ, avec des caractères qui étaient en bois ou en argile. Et puis après, c'est Gutenberg en 1450 en Allemagne. Pourtant, on trouve des imprimantes dans tous les pays du monde. Enfin, des imprimantes. On fait de l'impression dans tous les pays du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'une invention, quand elle est bénéfique, elle finit toujours par se déployer et à être utilisée à bon escient tout partout. Pareil pour la radio, pareil pour la télévision, pareil pour le téléphone. Et je me dis que là, nous sommes dans une phase où les inventeurs utilisent le plus et maîtrisent l'outil, mais je vois mal pourquoi il n'y aurait pas une diffusion des techniques et que finalement, différents pays ou à l'échelle des continents, il n'y aurait pas une appropriation réelle. Donc, tu vois, à court terme, rien va changer. On aura toujours cette hégémonie. Mais à moyen terme, 50 ans, on peut avoir des belles surprises. Génial. Quelles sont tes recommandations pour préserver nos données personnelles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préserver? Ça, c'est une super question et il y a plein de choses à faire. Moi, j'engage et je recommande à tous ceux qui m'écoutent de se former à l'utilisation d'Internet. Et c'est pas une blague, parce qu'en fait, le grand public ne sait pas utiliser Internet réellement. Tu vois, déjà, le grand public ne fait pas la différence entre Internet et le web. C'est un premier point. Et je suis sûr que toi-même, tu sais pas, par exemple. Je pense que tu es un petit peu plus, à l'aise que les autres, mais le grand public ne fait pas la différence. Internet, c'est l'infrastructure, c'est comme une autoroute, par exemple. Et le web, c'est une des applications. Voilà. Et pour aller sur le web, on est sur un navigateur. Le navigateur, si tu veux, ça peut être un petit peu la voiture, dans mon parallèle. Donc, l'autoroute, c'est Internet. La voiture, c'est le navigateur. Le web, c'est par exemple aller dans une bibliothèque pour lire des pages. Et puis si on fait le parallèle avec aller dans un café, là ça peut être un réseau social pour discuter, échanger avec des gens. Et puis quand on va au cinéma, c'est l'équivalent de YouTube. Tu vois, donc comme ça permet de bien voir les choses. Alors premier conseil, comprendre comment ça marche. Deuxième conseil, aller au-delà des outils simples et faciles. Voilà, et gratuits. Et essayer de trouver des outils alternatifs. Il y en a plein. Par exemple, personnellement, j'utilise ProtonMail. Ça fait longtemps que j'utilise plus Gmail. C'est un exemple. Je préfère Firefox plutôt que Chrome ou Microsoft Edge. Ou alors, on peut utiliser aussi Opera ou Vivaldi. Ça, c'est pour les moteurs de recherche. Après, il y a toute une série d'outils liés à Framasoft qui permet de gérer un agenda, de lancer des enquêtes ou des sondages. Donc ça correspond à toute une série d'outils comme Doodle par exemple, mais ça préserve l'anonymat. Plus compliqué, mon téléphone. Alors tu sais qu'il y a deux systèmes d'exploitation pour les téléphones, deux qui ont l'intégralité du marché. Tu as Android, 80% des parts de marché, et ensuite tu as iOS d'Apple, 20% du marché. Eh bien moi j'ai décidé d'aller contre ça et je me suis acheté un téléphone qui avait un système d'exploitation intégré. D'accord? C'est un système d'exploitation qui s'appelle ILO. Ça s'écrit /E/ et ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Gaël Duval. Il a pris en fait une base Android, mais il a vidé tous les éléments qui étaient en voie d'information en Google. Voilà. Il faut savoir que la base Android est open source. Et à la base de la base, c'est du Linux. Et moi, j'ai opté pour ce téléphone, ce qui fait que maintenant, aucune de mes données, quand j'utilise mon téléphone, ne partent ni à Google, ni à Apple. Et je trouve que c'est extrêmement plaisant. Si tu veux, je retrouve une sorte de sentiment que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et j'ai bientôt 49 ans, que j'étais plus jeune, quand on sortait voir des copains en ville ou dans l'endroit où on vivait, qu'on allait jouer avec eux, et qu'en fait on avait un sentiment de liberté. Et ce sentiment de liberté, plus personne ne l'a en réalité. Et bien moi, quelque part, dans cette action-là, je le retrouve. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand je sors, je vais où je veux. Voilà.
et je sais que j'ai pas d'éléments qui me géolocalisent. Voilà, donc un grand sentiment de liberté. Tu vois, il y a plein de choses à faire, se cultiver un petit peu pour comprendre le fonctionnement d'Internet, et puis après, essayer d'utiliser des outils alternatifs. Et c'est un grand bonheur. Alors, une question, est-ce qu'un VPN, ça suffit ? Ça dépend ce que tu veux faire. Oui, le VPN, ce qu'il va faire, c'est qu'il va masquer ton adresse IP. Tu vois, alors chaque outil qui va sur Internet a une adresse IP, IPC, Internet Protocol. Actuellement, on est en IPv4, on passe en IPv6, peu importe, ça c'est des détails. Néanmoins, tout outil qui est connecté à Internet a une adresse. C'est un petit peu comme un numéro de carte d'identité, si tu veux, pour faire simple. Et ce que va faire le VPN, c'est qu'il va masquer ton adresse IP, il va t'en donner une autre. Alors un VPN va avoir, on va dire, des relais dans toute une série de pays. Et si toi, tu dis, moi, dans ma prochaine interrogation de Google, ou du moteur Bing, ou du moteur Quant, ou de DuckDuckGo, il y a plein de moteurs de recherche, eh bien, je ne veux pas être localisé, eh bien, je passe par un VPN. Donc, tu ouvres ton VPN. Tu dis, par exemple, je veux faire comme si j'étais, je sais pas moi, en Belgique, ou alors au Pérou, ou alors au Mexique, ou alors en Afrique du Sud. Bref, tu choisis ta localisation, et tu vas avoir une adresse IP de ce pays-là, de cette localisation-là. Et donc c'est pas mal, si tu veux, c'est bien, c'est chouette. En plus, ça va créer ce qu'on appelle un tunnel virtuel, ce qui fait que ça va protéger tes données, il y aura pas d'interception. Donc c'est une bonne chose, absolument. Et privilégier dans la mesure du possible un VPN payant parce que la protection des données est renforcée. Bon, après, payer, c'est pas toujours évident, évidemment, hein, mais les payants sont quand même plus sûrs que les gratuits. Les questions suivantes sont en rapport à ton livre « Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise ». J'ai remarqué qu'il y a une complémentarité de ton livre avec l'ordinateur. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un guide avec plein de liens, mais tu me diras, au vu du titre. Alors, tu parles des outils de veille dans ton livre. Pour ceux qui ne savent pas, les alertes Google comme outil de veille pour une entreprise peuvent s'avérer parfois plus coûteuses à la longue qu'un outil de veille payant. Il y a un graphique très représentatif sur la question dans ton livre. Tu peux nous expliquer ? Oui, absolument. Alors, quand on est sur le web, on peut rechercher des informations et on va les rechercher avec un moteur de recherche. En même temps, quand on est intéressé par un sujet sur le long terme, on fait une veille. La veille, c'est quoi ? C'est une automatisation du processus de recherche. Par exemple, quand on recherche du boulot, on est en veille, tu vois, et là, toute information qui peut sortir nous intéresse. Eh bien, on peut utiliser les alertes Google. C'est pas mal, hein. C'est un très bon début. Surtout si on fait des requêtes avec des opérateurs de recherche comme je le présente dans mon livre, et en même temps, on peut avoir des outils un petit peu plus perfectionnés. Et pour les entreprises, eh bien, je recommande des outils plus perfectionnés, payants, donc, même s'il y en a qui sont vraiment pas chers, parce que, si tu veux, dans les sociétés, si tout le monde s'amuse à faire des alertes Google, finalement, le gain en temps, le gain en productivité sera vraiment très faible. Tandis que le peu d'argent ou les quelques sommes d'argent qu'on va dépenser pour un outil professionnel, au global, pour l'entreprise, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc là, je m'adresse plus aux particuliers, je m'adresse aux sociétés, mais il y a vraiment des gains en productivité énormes à faire, à essayer de gérer la bonne surveillance de l'environnement. Et là, ce dont on est en train de parler, c'est vraiment ma thématique, hein, mon métier, c'est la mise en place de systèmes d'intelligence économique pour les organisations. Tu conseilles des outils de veille dans ton livre. Si tu devais n'en recommander un seul, lequel choisirais-tu ? Ben non, mais c'est comme si tu me demandais de te recommander un vélo, une voiture ou tu vois, c'est impossible. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai quoi prendre. Si tu me dis Jérôme, moi j'ai besoin d'un truc de déplacement pour acheter de temps en temps des petits gâteaux dans ma pâtisserie préférée, je dis prends un vélo. Si tu me dis j'ai besoin régulièrement d'aller dans une ville à une autre et de faire 100 km par semaine, prends une bonne berline. Tu vois ? Et voilà, donc en fait, il n'y a pas de bons outils par défaut. Il y a simplement des outils qui s'adaptent à un besoin. Donc, parlez-moi de votre besoin et je vous dirai quel outil prendre. Génial. Tu vois ? Alors aussi, je conseille à ceux qui veulent connaître le meilleur outil, c'est soit de s'adresser à toi directement, soit de lire ton livre. Et tu proposes plein d'outils. Alors, question suivante, chapitre 37, tu parles des différentes formes d'attaques qu'une entreprise peut subir. Les connaître, c'est quelque part sont préservés, non ? Mais peux-tu nous dire en quelques mots comment se prémunir contre les attaques de la concurrence, par exemple ?
Alors, il y a des attaques légales et des attaques illégales. Les attaques illégales, là, il faut s'appuyer sur le droit. Voilà. Et mettre en place les actions qui vont bien. Après, les attaques légales. Comme attaque légale, il y a par exemple l'analyse des profils sur LinkedIn des collaborateurs de ma société. Voilà, on imagine que j'ai une société, on imagine que j'ai une vingtaine de collaborateurs, c'est une petite entreprise, ils ont tous un profil LinkedIn, et sur LinkedIn, ils expliquent ce qu'ils font. Ils disent par exemple, ouais, je suis en train de répondre à un appel d'offres pour un prospect. Bon, voilà. Eh bien, un concurrent peut très bien surveiller ce genre de choses, et ensuite utiliser ces informations. Donc ça, c'est tout à fait légal. Par rapport à ça, il faut absolument former les collaborateurs, les sensibiliser. Tu vois ? Bon, pour tout ce qui est illégal, on peut avoir par exemple poser des micros. Moi, j'ai vu ça dans une entreprise. Poser des micros pour écouter ce qui est dit dans des salles de réunion. Faire les poubelles de l'entreprise. Là, pareil, attention, ça n'est pas légal. On ne peut pas le faire. Mais pourtant, ça s'est fait. Et on pense bien sûr aux attaques informatiques. Là, c'est plus sophistiqué, bien évidemment. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est bien sûr illégal. Ça n'est pas légal. Mais pourtant, vous pouvez trouver assez facilement des pirates qui vont se proposer de faire ce genre de choses. Et vous avez même dans le dark web, accessible à partir du navigateur Tor, T-O-R, vous pouvez trouver assez facilement des pirates qui se proposent de faire des attaques pour quelques centaines d'euros. Ouais, c'est pas très très cher. Une attaque DDoS, par exemple, pour faire tomber un site internet, c'est quelques centaines d'euros. Donc, tu vas sensibiliser les collaborateurs, point hyper important, savoir s'appuyer sur le droit, deuxième point important, et bien sûr savoir s'appuyer aussi sur des bons experts en informatique pour sécuriser son environnement. Il y a plein de choses. Je pense que quelque part, il faut vraiment que nous donnions une bonne culture de l'Internet parce que c'est maintenant partie intégrante de notre vie, et au niveau personnel et au niveau entreprise. Jérôme, tu proposes des formations pour les entreprises. Peux-tu nous en parler ? Avec plaisir. Alors très, très rapidement, on peut trouver ça sans aucun problème sur mon site internet inter-ligere.fr, interligere.fr. Écoute, je fais des formations pour des individus, donc des personnes qui veulent se former par eux-mêmes, sur la recherche d'informations sur Internet, sur les techniques de veille, sur les techniques d'analyse, sur la diffusion. Donc ça peut servir si des personnes veulent faire ce qu'on appelle du community management, de la gestion des communautés. Et je forme aussi sur les aspects protection et influence. J'ai fait il y a pas très longtemps une très belle vidéo avec Idriss Aberkan sur tout ce qui a un rapport avec l'influence. Donc ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième point, j'interviens bien sûr dans les organisations. J'ai fait d'ailleurs pas mal de formations au Maroc. Donc j'interviens pour les entreprises. On appelle ça des formations intra-entreprise, tout simplement. Et là, ce que je fais, c'est que je forme un groupe de collaborateurs entre 10 et 12 et sur, par exemple, les techniques de recherche d'information. Alors ça intéresse énormément les commerciaux, par exemple. Tu vois. J'ai formé aussi des acheteurs parce que là, pareil, leur métier, c'est de rechercher régulièrement des informations sur des nouveaux fournisseurs. Et puis comme ça, si tu veux, on peut passer en revue toute une série de profils. Alors les marketeurs aussi, évidemment, parce que les aspects influence et communication les intéressent énormément. Et puis bien évidemment la recherche, les chercheurs. Tous ceux qui ont besoin de surveiller le web, de rechercher des informations, de bien gérer les réseaux humains, c'est des gens qui pourraient et qui doivent, si tu veux, vraiment avoir ma vision, qui doivent se former. Très bien, je te remercie Jérôme, j'espère te retrouver bientôt. Je rappelle le titre de ton livre, qui est plus que jamais d'actualité, Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise, édité par Interligere Éditions. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Œil. Bye bye.